Vendredi 27 décembre 2019, vous êtes bien sur Chérif La Télévision, disponible sur tous les décodeurs. Merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale dont voici les titres. Dans le cadre de sa tournée à Djoila, le président du Haut Conseil islamique du Mali a animé une soirée de prêche ce mardi 24 décembre à Koula avant de se rendre au cimetière de la localité pour une ziyara. La 7e session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre des mines du Mali a eu lieu ce vendredi 27 décembre dans la salle de conférence du Conseil national du patronat du Mali. Lancement officiel également ce jeudi 26 décembre de la campagne de vaccination contre la rougeole. L'événement était placé sous la présidence du ministre de la Santé et des Actions sociales. Encore une fois de plus, bonsoir et merci de nous réitérer votre confiance. Je vous l'annonçais dans les titres. Le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, a animé une soirée de prêche ce mardi 24 décembre à Koula avant de se rendre au cimetière de la localité le lendemain dans l'après-midi pour une ziyara. Population locale, membres et sympathisants Ansar étaient aux côtés du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, nos envoyés spéciaux. Présent dans la région de Djoila depuis le mardi 24, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, a animé la première soirée de prêche à Koula. Les bonnes conduites édictées par l'islam, l'exhortation de la jeunesse au respect strict des parents, la justice et la prestation des 6 serments d'allégeance ont été les temps forts de cette prédication. Le lendemain, mercredi vers 15h, le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, se rendra au cimetière de Koula pour se recueillir sur la tombe du père de Seydou Togola et prier pour son repos éternel. À l'arrivée, dans chacun des villages, il y avait tellement de monde qui était prêt, en tout cas, pour accueillir notre guide, pour manifester leur joie, leur affection à l'endroit de notre guide, ce qui est quelque chose d'habituel. C'est quelque chose vraiment de coutume. Voilà. Mais par rapport à cette localité, on a constaté un monde fou à chaque niveau. Donc, ce qui est vraiment source de motivation, de satisfaction, de fierté, que notre guide mérite bien. Voilà, donc hier soir, il y a eu la soirée de prêche ici, à Koula. Et ce soir, le guide doit animer également une soirée de prêche à Djoila. Voilà, c'était les 2 soirées de prêche programmées. Et parallèlement à ça, le guide de passage, il doit profiter également il a voulu mettre cette mission à profit pour présenter ses condoléances au décès de notre vieux, c'est-à-dire le vieux du président Seydou Togola, le premier vice-président de l'ADN Mali et vice-président international. Voilà, donc parce que le décès a eu lieu l'an passé, mais malheureusement, vu le calendrier chargé du guide, il n'a pas pu participer aux obsèques. Se réjouissant de la présence du président du Haut Conseil islamique du Mali, le vice-président de l'ADN Mali remerciera notamment le guide spirituel, l'ensemble des Ansars et de la population locale pour avoir contribué à la réussite de cet événement. Je remercie tout le monde, surtout notre guide spirituel Cherif Ousmane Madani Haïdara, ainsi aussi bien que tous les membres Ansardine internationale, surtout ceux qui ont déplacé pour cet événement. Je remercie tout le monde. Après cette ziyara, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara et sa délégation prendront la direction de Bankou. Restons toujours dans cette partie du Mali, située à une dizaine de kilomètres de Koula. La commune de Banko a reçu le président du Haut Conseil islamique du Mali ce mercredi 25 décembre. Élus locaux, dignitaires religieux et notables de la localité ont réservé un accueil chaleureux au guide spirituel des Ansar et sa délégation, nos envoyés spéciaux. Un sentier tortueux reliant Koula à la commune de Banko, voici la voie empruntée par le président du Haut Conseil islamique du Mali et sa suite qui feront finalement leur entrée à Banko à 16h. Un accueil des plus chaleureux les attendait dans cette localité. Les femmes ne sont pas elles aussi restées en marge de l'accueil réservé au président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali qui les a guidés sur le chemin de la droiture.
Fortement mobilisés auprès de la population, les leaders religieux et notabilités traditionnelles de Banko ont surtout demandé aux guides spirituels des Ansar de prier pour leur commune. Les mots de remerciement à l'endroit des Ansar et des sympathisants, c'est vraiment les mots de reconnaissance. Parce qu'on a vraiment été très satisfaits de l'accueil qui nous a été réservé. Et cela témoigne de l'engagement, de l'attachement vraiment des Ansar à leur engagement. Voilà, donc vraiment, on a vraiment été comblés. On s'est rendu compte que vraiment à Doïla ici, l'Ansar vit bien. L'état de santé de l'Ansardine est vraiment au top. Vraiment, nous ne pouvons que les remercier, les encourager à persévérer dans ce sens. Asseyed Cherif Ousmane Madane Haïdara a dans son intervention remercié les habitants de Banko et élucidé certains traits caractéristiques de l'islam comme enseignés par le saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. S'en suivra la prestation des 6 serments d'allégeance de l'islam, la bayat islamique et le départ du guide et sa délégation pour Dioïla. Deuxième titre de ce 19h, la salle de conférence du Conseil national du patronat du Mali a abrité ce vendredi 27 décembre 2019 la 7e session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre des mines du Mali. C'était sous la présidence du chef de cabinet du ministère des Mines et du Pétrole, en présence de M. Abdoulaye Pona, président de la Chambre des mines du Mali, et de plusieurs autres membres consulaires. Nos reporters Amadou Kamara, Draman Malé. La tenue de cette session ordinaire et statutaire de la Chambre des mines du Mali portera sur des sujets importants. D'une part, le budget annuel de l'exercice de l'année à venir et la feuille de route de l'institution consulaire dans le cadre de la nouvelle orientation à donner à l'activité d'orpaillage dans notre pays. Et d'autre part, soutenir les politiques de la structure consulaire en matière de promotion et de développement du secteur de l'orpaillage. La Chambre du Mali constitue l'organisme professionnel le plus indiqué pour les métiers des mines au Mali. Le département des mines et du pétrole place en vous toute la confiance requise afin qu'ensemble nous relevions les nombreux défis liés à l'activité minière afin d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui est de faire de ce secteur un des piliers du développement économique et social du Mali. Monsieur le Président, je suis très heureux de constater à travers votre discours que vous êtes bien au cœur des défis qui se présentent au secteur minier malien. L'un de ces défis est de réussir à concilier d'une part la nécessité pour notre pays d'accéder à ces immenses ressources minières au profit des Maliens et d'autre part de protéger et sauvegarder notre environnement et le riche écosystème de plus en plus soumis à des épreuves du fait même de l'activité minière. Je profite de cette idée pour vous annoncer que nous avons inscrit l'interdiction du dragage et l'usage du mercure et de tout autre produit dangereux dans l'orpaillage dans le nouveau code minier adopté par ordonnance en Conseil des ministres et qui doit être ratifié par l'Assemblée nationale. Dans son allocution, le président de la Chambre des mines du Mali a salué le combat des hommes et des femmes qui se battent au quotidien pour la recherche des voies et moyens pour rehausser l'image de la Chambre. La rencontre de ce matin est une rencontre statutaire parce que ça émane évidemment de nos textes qui prévoient que chaque année, nous sommes tenus à statuer sur un certain nombre de problèmes, notamment nos activités de l'année finissante et en même temps la projection que nous avons pour l'année nouvelle qui va commencer. Donc c'est une rencontre statutaire, traditionnelle qui nous a réunis ce matin et ce matin nous sommes à la 7e session évidemment de cette assemblée, de cette rencontre. L'objectif recherché est de sortir le secteur de l'orpaillage de l'informel, de lutter contre l'occupation anarchique des sites détruits et interdire l'utilisation des produits prohibés qui nuisent aux habitants des sites d'orpaillage. Ce sont entre autres les inquiétudes du département de tutelle au centre des débats. Nous avons réalisé beaucoup d'activités, mais je ne peux pas tout citer ici, mais les plus phares, c'est d'abord la lutte que nous avons menée contre évidemment la prolifération
des produits chimiques à travers le Mali. Nous avons constaté qu'il y a des acteurs qui s'adonnent évidemment à l'utilisation de certains produits très très toxiques et dangereux pour la vie humaine, notamment le mercure et le cyanure. Rappelons qu'au cours de cette 7e session, 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment l'adoption du rapport financier, l'exécution du budget de 2019, l'examen et l'adoption du budget 2020 et les questions diverses. L'actualité nationale sur un autre plan, la cérémonie d'ouverture de la 10e édition de la foire rue marchande de la commune 6 du district de Bamako a eu lieu ce mardi 24 décembre dans la rue 116 en commune 6 sous le patronage du maire de la dite commune. Objectif, créer un cadre d'affaires et d'échange d'expériences. Nos reporters. Durant une semaine, se tiendra la 2e édition de la foire aux rues marchande dans la rue 116 en commune 6 du district de Bamako. Au cours de cette semaine, les professionnels, acheteurs et exposants vont non seulement traiter des affaires, mais aussi échanger sur les préoccupations majeures qui minent la promotion de leurs produits. Nous avions initié cette rue marchande pour nos opérateurs qui sont dans la commune. Au lieu de traverser le pont pour aller de l'autre côté, nous avions souhaité qu'il est important pour nous d'organiser une rue marchande pour notre population. Enfin, de rapprocher nos opérateurs à notre population. C'est ça aujourd'hui l'initiative qui nous a poussé vraiment à organiser cette rue marchande. En termes économiques, ça va beaucoup apporter, non seulement pour les opérateurs, mais pas la mairie en réalité, mais pour les opérateurs. Ils sont aujourd'hui regroupés sur cette rue. Les gens viendront faire leurs achats de fin d'année. Il y a la fête de Noël, on est presque à rentrer dans ça. Il y a la fête du 31 qui est la fête d'année. Donc les gens seront là pour faire les achats et c'est eux qui vont tirer les bénéfices en réalité. Monsieur le maire, cette année, avec la délibération du conseil communal, les partenariats avec l'association de commerçants détaillants exposants de la rue marchande et des foires du Mali, ACODERMAF, et la mise en place d'une commission d'organisation. Et malgré les démarrages tardifs des travaux, la commission d'organisation peut se féliciter déjà du résultat obtenu. Car nous avons pu doubler, voire tripler pour cette 2e édition le nombre d'exposants. Les intervenants ont saisi cette agréable opportunité pour saluer les organisateurs de cette foire qui, année après année, fait son chemin et renforce aujourd'hui de fort belle manière la visibilité de la commune 6. Pour les commerçants, la présente foire est une opportunité offerte à tous afin de se faire connaître, de faire compétir leurs produits, d'aller à la conquête de nouveaux marchés, de rencontrer des partenaires d'affaires. L'année dernière, c'était la première expérience. L'année dernière, nous avions fait un succès de 60 à 70%. Cette année, nous sommes à 80-85%. Donc, nous pouvons dire que nous avions fait beaucoup de progrès. L'attente aujourd'hui, vous voyez l'atmosphère, tout le monde est là, les stands sont déjà occupés. Donc, nous pouvons dire que nous avions déjà notre satisfaction. Donc l'attente aujourd'hui a été grande et une satisfaction totale au niveau des collectivités. Donc vraiment nous remercions l'ensemble des opérateurs, nos partenaires, la société civile qui nous ont accompagnés, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite. Nous remercions le bureau communal, nous remercions l'ensemble des conseillers, nous remercions nos chefs des quartiers qui sont ici présents, nos imams. Vraiment nous sommes contents. Le mot que je lance au niveau de la population, c'est de venir visiter et de faire des achats. En réalité, c'est ça l'attente des opérateurs envers la population. Nous avions fait ce que nous devrions faire et ils devraient être là aussi pour vraiment consolider et soulager nos opérateurs économiques. Rappelons que la cérémonie a été marquée par une prestation artistique ainsi que des remises d'attestation. La place du cinquantenaire abrite également la foire de fin d'année en vue de mettre à la disposition des citoyens des produits à des prix défiant toute concurrence. Côté organisation, toutes les dispositions sont prises pour assurer la réussite de cette initiative. Abdoulaye Sogodogo. Articles de beauté, parfumerie, produits artistiques, ustensiles de cuisine et habits. Voilà entre autres les produits exposés à cette foire de fin d'année. Initiative du syndicat de la mairie de la commune 3 du district de Bamako et de l'association des commerçants. La foire là, on a bien organisé, il y a de sécurité partout. Et puis il n'y a pas le problème de parking, il n'y a pas d'amouillage, ni rien. Voilà, la foire là aussi, on a prévu des concerts aussi. Surtout avec les Bama Art, on organise
de 2 soirées jusqu'à 3 soirées dans ces foires-là. Bon, celui qui doit venir pour les spectacles, il sera satisfait aussi. Soulignant l'accessibilité des produits en termes de prix et par ricochet les dispositions mises en place pour la satisfaction de la clientèle à cette foire, les exposants invitent les populations à y faire un tour. Cette année-là, on a amené beaucoup de marchandises. On a donné instruction aux commerçants, vu la situation du Mali, vraiment de diminuer le prix jusqu'à 30% pour que les populations de Bamako puissent faire leurs fêtes en beauté, comme des chaussures, les cadeaux de Noël, les choses de 31, tout il y en a. Bon, maintenant, on n'a qu'à faire les déplacements les plus et moins chers aussi. Ce que tu trouves ici, là, même si tu es rentré au marché, tu ne peux pas trouver à ces prix-là. Cette foire de fin d'année, 13e du genre, s'étendra sur plusieurs jours afin de permettre aux clients de profiter des fêtes de fin d'année. Parlons santé à présent. Le terrain de football de Niamakoro a abrité la cérémonie de lancement officiel de la campagne de vaccination contre la rougeole placée sous la présidence du ministre de la Santé et des Actions sociales. C'était ce jeudi 26 décembre 2019, en présence notamment du représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Tata Touré Samba Traoré. La rougeole constitue un problème de santé extrêmement contagieuse. Avant la généralisation de la vaccination frappait pratiquement tous les enfants du monde. La rougeole est parmi les principales causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Grâce aux efforts du gouvernement malien et à la solidarité mondiale, des progrès notables ont été réalisés dans la lutte contre cette maladie avec une réduction importante de leur incidence et de leur mortalité dans le monde, particulièrement au Mali. Éviter la rougeole, c'est éviter des morts qui ne sont pas nécessaires. Éviter la rougeole, c'est éviter des souffrances dans nos familles. Et c'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui pour introduire la 2e dose du vaccin anti-rougeoleux et lancer cette campagne. L'enfant âgé de moins de 5 ans est un être fragile, très vulnérable, confronté à plusieurs maladies telles que la rougeole, la poliomyélite, le tétanos, contre lesquelles celui-ci doit être vacciné avant son premier anniversaire. Pour permettre à son corps de pouvoir bien se défendre, d'où le lancement de cette campagne de lutte contre la rougeole concernant les enfants de 13 à 25 mois. Le ministre de la Santé et des Actions sociales a au cours de cette cérémonie invité tous les parents à vacciner leurs enfants. La rougeole est une maladie virale, comme vous le savez, le représentant de l'OMS vient de le dire, très contagieuse et qui fait partie des principales causes de décès chez les enfants, surtout ceux de moins de 5 ans dans le monde. Dans une population non vaccinée, on estime qu'un malade de la rougeole infecte en moyenne 17 personnes de son entourage, que la réduction de la mortalité due à la rougeole contribue vraiment à l'atteinte de nos objectifs du développement durable. L'objectif d'élimination de la rougeole d'ici 2020 doit devenir une réalité pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cette raison qu'on aimerait que cette campagne réellement puisse nous aider à aller dans chaque famille, dans chaque maison et faire en sorte que chaque enfant puisse avoir accès à son droit à la vaccination. Les stratégies que nous avions mises en œuvre pour atteindre cet objectif sont multiples. Ces stratégies sont multiples. L'atteinte et le maintien d'au moins 95% de la couverture vaccinale de routine pour chacune des 2 doses du vaccin anti-rougeoleux au niveau district et au niveau national. On veut mettre en place une surveillance basée sur les cas avec confirmation par le laboratoire. Une riposte rapide aux épidémies de rougeole et la prise en charge efficace des cas. La vaccination reste et demeure la seule action pour protéger les enfants et prévenir contre la rougeole. Ce qui est le plus important, c'est de se présenter avec les enfants. C'est de faire en sorte que la mobilisation sociale, comme vient de le faire Tabara à travers ses chansons, devienne une réalité un peu partout. Qu'on puisse créer des espaces qui permettent à nos
mères de venir avec confiance. Il faut créer la demande pour ces services. Il faut faire en sorte que ça ne soit pas tout simplement une approche mécanique qui fait que les mères viennent sans comprendre pourquoi elles sont là. Il faut expliquer aux parents, expliquer aux mamans, afin qu'elles soient celles qui vont demander leur droit d'avoir accès au vaccin pour leurs enfants. Il ne s'agit pas tout simplement de les rassembler dans un coin et d'administrer le vaccin. Suivons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale. En bref et en image, une compilation de Moussa Fomba. Le second tour de la présidentielle opposera dimanche à Domingos Simões Pereira du PAIGC, arrivé largement en tête du premier tour avec plus de 40% des voix, à Umaru Sissoko Embalo du MADEM G15 qui avait recueilli 27,65% des voix. Les deux candidats se sont retrouvés jeudi soir pour un débat télévisé, le premier et dernier de cette campagne qui s'est déroulée dans le calme. Pour Domingos Simões Pereira, l'air sérieux, être élu ce dimanche permettra au pays de retrouver la stabilité. Umaru Sissoko Embalo accuse le PAIGC, le parti historique qui, selon lui, a échoué ces 45 dernières années. Domingos Simões Pereira est arrivé au premier tour avec une large longueur d'avance. Mais Umaru Sissoko Embalo a reçu le soutien des candidats arrivés en 3e, 4e et 5e position le 24 novembre. Nuno Nabiam, le président sortant José Mario Vaz et l'ancien premier ministre Carlos Gomes Jr. Reste à savoir si les électeurs suivront les consignes de vote ce dimanche. Des parlementaires de l'opposition mauritanienne réclament la mise en place d'une commission d'enquête sur la gestion des biens publics par le régime de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz de 2009 à 2019. Les parlementaires visent notamment dans leur projet de commission d'enquête la gestion par l'ancien régime des marchés publics, des ports, aéroports, mais aussi celle du trésor public. Idem pour des grosses entreprises, dont la société minière, la SNIM. Pour Mohamed Lemine Sede Maouloud, un autre parlementaire, la démarche requiert même l'engagement des députés de la majorité. Notre action doit aboutir. Nous n'accepterons aucune entrave. Nous agissons pour l'intérêt général. La lumière doit être faite sur la gestion de tous les dossiers et interrogé sur le sujet de l'ancien président mauritanien. Le député de l'opposition ironise citant un adage populaire selon lequel c'est celui qui engage une action qui en sera finalement la victime. Le principal parti d'opposition au Congo a estimé jeudi à Brazzaville que les conditions ne seraient pas réunies pour que le pays organise une présidentielle en 2021, proposant une transition et un scrutin en 2023 sans la participation du président Denis Sassou Nguesso. L'UPADS propose la prolongation jusqu'en 2023 du mandat du président Sassou Nguesso avec tous les pouvoirs constitutionnels qui s'y attachent et avec interdiction pour lui de se présenter à la prochaine élection présidentielle, a déclaré Pascal Sati Mabiala, premier secrétaire de ce parti d'opposition, au cours d'une conférence de presse. En vérité, il ne peut y avoir d'élection crédible en l'absence d'un corps électoral fiable, a-t-il ajouté. Selon la constitution de 2015 en vigueur, M. Sassou, 76 ans, dont 35 ans à la tête du Congo, a le droit de se présenter à la présidentielle de 2021 et pour la dernière fois en 2026. L'armée nigérienne est à nouveau endeuillée suite à une attaque survenue mercredi dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays. Selon les autorités, 14 militaires ont été tués dans une attaque menée par des terroristes lourdement armés. Des agents de la commission électorale indépendante CENI rentraient d'une opération d'enrôlement auprès du village reculé en vue des élections présidentielles et législatives de l'année prochaine. Mais sur son chemin, l'escorte qui encadre cette équipe est tombée sur une embuscade tendue par des terroristes lourdement armés, selon le communiqué du ministère de l'Intérieur. On compte plusieurs victimes, 7 gendarmes et 7 gardes nationaux ont perdu la vie. Un garde est porté disparu. De nombreux assaillants auraient été tués, assure le ministère de l'Intérieur, sans pour autant préciser le nombre exact de victimes.
En France, le mouvement social contre la réforme des retraites est entré jeudi dans sa 4e semaine, égalant ainsi en durée le conflit de 1995. Alors qu'aucune porte de sortie n'est visible, une nouvelle journée d'action est prévue samedi, 23e jour de mobilisation. Le sujet au cœur des tensions, les régimes de retraite, spécialement ceux des fonctionnaires et des agents de service public. En 1995, le gouvernement d'Alain Juppé d'alors a fini par abandonner le projet. Aujourd'hui, au 23e jour de mobilisation, aucune issue n'apparaît. Contrairement aux vœux d'Emmanuel Macron, aucune trêve de nouvelles n'est intervenue. Voilà qui met fin à ce journal qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Cherif La Télévision et à demain, Inch'Allah.